Mesdames et messieurs, ravi de vous voir en nombre pour la dernière session de ce jour. Nous avons la chance d'avoir un invité de marque aussi, un deuxième, qui arrive de Paris et d'une institution exceptionnelle, Ostrum Asset Management. Il va nous parler de stratégie de gestion de portefeuille obligataire, de pricing, des indicateurs de mesure de risque et de performance des titres publics. Il est chez Ostrum Asset Management, Global Interest Rates and Currency Portfolio Manager. Sous vos applaudissements bien nourris, veuillez accueillir Dieudonné Jimmy. C'est très sympa. Alors est-ce que j'ai tout? J'ai ma bouteille d'eau pour savoir si j'ai aussi quelque chose pour m'essuyer, si je suis un peu... Bonjour à tous. Donc, avant de débuter, il est de mon devoir de remercier Humain à titre pour cette organisation, de cet événement. Je dirais que c'est une organisation qui a été exceptionnelle. Et je tiens à remercier personnellement M. Ouattara, M. Alidou, qui n'est pas là pour des raisons personnelles, mais joyeuses, et Mme Dalla pour l'organisation exceptionnelle. Je voudrais aussi remercier Monsieur et Madame Akoni pour leur attention qu'ils ont eue pour moi avant le meeting et pour la qualité des exercices qu'on a pu faire ensemble de relaxation. Je pense que c'est un point important. Alors, moi, je suis très heureux d'être là parmi vous. C'est toujours un plaisir de revenir sur le continent de mes ancêtres et de revenir sur la terre des lions de la Teranga. Et comme vous vous en doutez un peu, j'ai quand même une préférence pour les autres lions du continent, mais ça, c'est un autre débat. Alors, avant de commencer, comment... Oui, la tradition est que je dois me présenter et présenter aussi ma compagnie, Ostrum Asset Management. Alors, je vais, en tout cas, être en phase avec la tradition. Donc, comme l'a dit M. Akoni, je suis Dieudonné Jimmy, je suis gérant de portefeuille chez Ostrum Asset Management. J'ai commencé ma carrière aux États-Unis à la CDC, à la Caisse des dépôts et consignations, en tant que gérant emerging. Et aujourd'hui, je travaille chez Ostrum Asset Management. Alors, rapidement, Ostrum Asset Management est une compagnie qui est la compagnie de gestion, la filiale de gestion de Natixis, qui est le bras armé de la fusion entre les banques populaires et la Caisse d'épargne. On gère à peu près plus de 400 milliards d'euros avec des investisseurs qui sont institutionnels, caisses d'épargne, caisses d'assurance, compagnies d'assurance, fonds de pension, à la fois français et européens. Au sein d'Ostrum Asset Management, moi, je m'occupe de gérer l'ensemble des fonds internationaux, obligataires, souverains. Et donc, je gère différents fonds, des fonds benchmarkés, c'est-à-dire avec un indice de référence, des fonds non benchmarkés, qu'on appelle chez nous dans le jargon des fonds total return. Et donc, le but, c'est de générer des performances, quelles que soient les conditions de marché. Alors, le point essentiel sur ces deux types de gestion, en tout cas ce que je fais au sein de la société, c'est une gestion active, des portefeuilles obligataires que je gère. Donc ça, c'est le premier point. J'ai oublié avant tout de vous saluer. Je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Et je pense que c'est encore temps. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Santé et réussite. Alors, avant de commencer notre petite discussion, je vais vous expliquer comment on va développer un peu la présentation. Alors, ça va être une présentation qui va être assez interactive. Je vais rentrer dans les détails. Je suis désolé, quand on fait de la gestion obligataire, vous êtes obligé de calculer ce que vous faites. Parce que si vous savez calculer, vous allez savoir quelles erreurs vous n'allez pas commettre quels sont les rendements attendus. Donc, on va commencer le début de la présentation, notre discussion, en parlant de tout ce qui est gestion buy and hold, en rentrant dans le détail. Moi, contrairement à ce que vous pouvez penser, je ne suis pas un opposant, ni politique, ni dogmatique, des stratégies de buy and hold. Quelquefois, c'est des bonnes stratégies d'avoir une stratégie buy and hold. Je vous le dis honnêtement parce que je le fais à la fois dans les portefeuilles
ou à la fois pour mon compte personnel, mon épargne personnelle, il m'arrive d'investir sur des stratégies de buy and hold. Après, je vais vous expliquer pourquoi dans certaines situations, c'est un investissement qui est sous-optimal. Après, je vais vous expliquer que la gestion active, dans certaines configurations, peut être intéressante. Et là, on va rentrer dans les détails, dans un détail un peu de calcul, mais vraiment très très simple. Le but ici, c'est de vous faire comprendre les tenants et les aboutissants pour que vous ayez une idée précise, que vous soyez gérant de portefeuille, que vous soyez patron de la trésorerie, pour que vous ayez une idée claire de quel événement peut impacter votre portefeuille. Et après, on va essayer de se faire une étude de cas sur un portefeuille, et je vais vous solliciter pour savoir qu'est-ce que vous allez regarder, qu'est-ce que vous auriez fait. Donc voilà, si ça vous va, je pense qu'on va démarrer la présentation. J'espère que ça vous va en tout cas, parce que je n'ai pas eu de réponse de votre part, mais je pense que ça vous va. Alors, le premier point, c'est que la gestion buy and hold, pour moi, c'est une stratégie qui a du sens dans certaines périodes. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de pouvoir capter du rendement assez facilement. Mais dans certaines périodes, c'est pas la meilleure stratégie. Et je sais qu'aujourd'hui, la plupart des investisseurs font du buy and hold pour des considérations de liquidité, mais quelquefois, je pense que ce n'est pas la meilleure solution, surtout dans certaines configurations de marché. Et donc, quand vous regardez le deuxième slide, ce qui est intéressant, c'est que la stratégie de buy and hold, c'est une stratégie assez simple. C'est l'achat d'une obligation et de la conserver pendant toute la période. Très simple. Donc le but de la stratégie de buy and hold, c'est, comme c'est indiqué, de profiter des rendements à long terme sur les marchés financiers, sur les marchés obligataires, sans essayer de surperformer et en choisissant des obligations spécifiques. Donc, on considère la stratégie de buy and hold comme une approche qui est passive, parce qu'elle ne nécessite pas de suivre activement les mouvements sur les marchés de taux. Ce matin, il y a eu énormément de questions sur l'évolution des taux d'intérêt, mais quand vous faites du buy and hold, que les taux montent ou baissent, normalement, vous l'achetez et vous la gardez. Ah, ça passe pas bien ? Ah, quand je me déplace, d'accord, ok. Oui, et donc, quand vous êtes dans une stratégie de buy and hold, que le marché monte ou baisse, ce n'est pas votre problème parce que vous avez une stratégie de buy and hold. Et donc, quand on regarde les principaux avantages, pardon, je suis passé assez rapidement, les principaux avantages d'une stratégie de buy and hold, c'est, voilà, premièrement, vous avez une identification des meilleures opportunités. Voilà, vous décidez d'investir sur des émetteurs que vous connaissez et pour lesquels vous avez des convictions fortes. La deuxième, et je pense que c'est un des aspects les plus intéressants, c'est que vous avez une transparence et une simplicité de la stratégie. Elle est transparente, pourquoi ? Parce que vous allez sur des maturités fixes, donc il n'y a pas de problème, maturité fixe, avec des critères d'investissement qui sont très détaillés. Et donc, vous êtes un investisseur, vous achetez l'obligation, vous la conservez pendant une longue période, et ceci, quelles que soient les fluctuations de marché. L'autre point important, et on en avait un peu discuté, M. Ouattara en a parlé un peu ce matin, c'est que quand vous faites une stratégie de buy and hold, vous avez une sorte de diminution du risque de taux. C'est-à-dire que vous avez une obligation à 5 ans aujourd'hui, et un an plus tard, c'est une obligation à 4 ans. Donc vous avez une sensibilité au taux qui est moindre. Et donc, au fur et à mesure que vous approchez de la maturité du final du fonds, votre duration va baisser et vous êtes moins impacté par la volatilité de marché. Donc ça, c'est un autre point important. L'avant-dernier point important, c'est que vous avez des faibles coûts de transaction, puisque vous ne vendez pas, et donc globalement, vous avez une faible rotation. On parlait de la rotation ce matin sur les obligations de l'UMOA, c'est d'à peu près 0,25, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et la dernière chose, c'est que vous avez une bonne diversification. Pourquoi ? Parce que vous pouvez choisir des émetteurs qui sont différents, des pays qui sont différents. Mais le principal risque, il est le suivant. C'est que quand vous investissez sur des obligations à taux fixe, pour faire du buy and hold, effectivement, vous avez une sensibilité qui va baisser au cours du temps. Cependant, quand vous l'achetez la première année, vous avez une sensibilité qui est assez forte. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une fluctuation assez importante sur votre investissement. Le deuxième point qui est important, on en a parlé aussi ce matin, c'est que vous avez des risques particuliers, notamment le risque de crédit. Là, moi, je ne parlerai pas du risque de crédit parce que je reste sur un risque souverain.
qui pour moi, même si les gens ne sont pas d'accord, est le meilleur risque. Le meilleur risque, pour moi, c'est mieux qu'un risque de crédit, parce que qu'un État fasse défaut, c'est possible, bien sûr, mais dans le cadre de l'UMOA, c'est un peu difficile parce que ça entraînerait des contraintes assez importantes. Donc c'est un point qui est assez important. Vous avez aussi un risque de pays, bien sûr. On a eu cette discussion ce matin avec le Burkina Faso. Ça a fait rigoler un peu Ah, vous êtes super. Ça a fait rigoler un peu l'audience. Mais globalement, moi, quand le Burkina Faso perd énormément en taux, ou le prix diminue fortement, et pour moi, c'est une opportunité pour acheter du Burkina Faso. Parce qu'à la fin, vous avez capté un rendement qui est énorme, avec un risque de défaut qui peut être très très faible. Donc c'est pour ça que quand ce matin on me disait « Ah, les taux montent, donc c'est pas positif », ben justement, pour des investisseurs comme nous, quand les taux sont élevés, ben on sait qu'à terme, le rendement va être intéressant. Donc il faut faire attention aux idées préconçues de se dire « Tout va bien quand les taux baissent et tout va pas bien quand les taux montent ». Vraiment, ça c'est une idée préconçue qu'il ne faut pas avoir. Donc vous avez aussi le risque de liquidité, qui est très important. Attendez, je vais me... Hop. Ça rafraîchit, je remercie l'assistance. Et le risque de liquidité qui est très important pour nous. Mais encore une fois, le risque de liquidité, moi j'ai envie de dire que pour les investisseurs qui sont sur des marchés développés, oui, c'est quelque chose qui n'est pas important, mais le risque de liquidité sur des marchés comme l'UMOA, il y en aura toujours. Ça fait partie de... En tout cas, il y en aura toujours et ça fait partie du quotidien. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va me... Oh, je peux pas... Non, moi, je veux dire, si on capte un rendement intéressant et que ce n'est pas très liquide, ça ne me pose pas de problème. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens me disent « Oh, c'est pas liquide, donc je ne veux pas y aller ». Ben non, au contraire. Si ce n'est pas liquide, il y a une prime de risque, une prime de liquidité qui peut être intéressante pour les investisseurs. Et donc, plus de rendement. Et le dernier point, c'est le risque de contrepartie. Ça, c'est un risque auquel il faut faire attention. Parce que si vous décidez d'investir avec un investisseur qui n'a pas un rating important ou des reins solides, ça peut être quelque chose qui peut être négatif. Donc, alors, une stratégie de buy and hold. Alors souvent, quand les gens font des stratégies de buy and hold, ils pensent que le plus important, c'est le buy, acheter. Mais dans une stratégie de buy and hold, le hold est aussi important que le buy. C'est-à-dire que vous n'avez pas décidé de sortir d'une stratégie de buy and hold parce que les marchés se sont fortement dégradés. Non. Parce que si vous faites ça, vous décidez d'imprimer directement la perte. Donc le but dans une stratégie de buy and hold, c'est acheter l'obligation et la détenir jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, à part un risque de défaut. Mais je ne sais pas, je n'ai pas vu de risque de défaut d'un pays africain lors de ces 20 dernières années. Donc c'est un point qui, à mon sens, n'est pas très important. L'autre point important, c'est que une stratégie de buy and hold, ça fonctionne très très bien quand vous êtes dans une phase de marché baissier en taux et donc haussier en prix. Parfaitement. Mais quand vous savez que les marchés financiers et les obligations, ça évolue, ça monte, ça baisse. Et donc, quelquefois, vous allez avoir des événements ou des situations où vous allez avoir des tensions assez fortes sur les taux d'intérêt. Et donc là, dans ce cadre-là, la stratégie de buy and hold peut être sous-optimale. Et il faut en tenir compte. Et donc, on fait les stratégies de buy and hold quand vous êtes dans une situation où vous avez des prix qui baissent ou qui restent stables. Mais quand c'est le contraire, la stratégie de buy and hold, elle est sous-optimale. Et ça, c'est un point important. Ça fonctionne dans certaines conditions de marché. Vous avez un marché baissier taux, parfaitement, ou un marché qui ne bouge pas. Le buy and hold, vous prenez l'obligation, vous la gardez jusqu'à échéance, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand, et j'en parle, je commence à en parler, pardon, juste ici, c'est un exemple qui va être intéressant, c'est que pour avoir une idée précise de savoir si le buy and hold est quelque chose qui est intéressant, il faut avoir une estimation de la performance future des obligations. Si vous avez une estimation assez propre des performances futures que vous allez avoir sur vos obligations, ça vous permet d'avoir une idée si la performance me suffit ou la performance ne suffit pas. Et la meilleure estimation de la performance future d'une obligation, c'est
le taux auquel vous investissez au départ. La meilleure estimation. Et que ce soit des obligations des pays développés ou que ce soit des obligations de pays moins développés. Ce point de détail est essentiel. Vous n'avez pas ça sur le marché action, vous n'avez pas ça sur le marché du crédit. Donc, le marché des taux souverains vous donne une vision claire de ce que vous allez avoir comme performance à la fin de la maturité de l'obligation. Et ça, c'est hyper important. Donc, je vous ai donné un exemple. Quand on regarde les obligations américaines, à 5, on a parlé un peu des obligations américaines, à 5 et 10 ans, le taux de départ auquel vous investissez, c'est le taux moyen que vous allez avoir à la fin de votre investissement. Il n'y a pas d'autres actifs financiers qui vous donnent une vision aussi claire de la performance future que vous allez avoir dans les années à venir. Donc, quand vous faites une stratégie buy and hold, vous devez savoir dans quel cycle de valorisation de votre obligation dans lequel vous vous trouvez. Et donc, si vous avez des taux d'intérêt qui sont bas au départ, ça veut dire que la performance attendue sur votre investissement obligataire va être faible. Si vous avez des taux d'intérêt très élevés au départ de votre investissement, vous allez avoir une performance, en tout cas attendue, qui va être plus importante. Et ça, si vous avez compris ça sur la gestion de taux, et là, j'ai rien dit de particulier, rien dit de compliqué, parce qu'il ne faut pas être trop compliqué quand on fait de la gestion de taux, il y a quelques bases à avoir et c'est terminé. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre l'exemple que j'ai pris. Alors, c'est un exemple sur les US. OK, vous allez me dire, j'aurais dû prendre un exemple sur des titres sénégalais, par exemple. C'est vrai, je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Mon boss m'a aussi pris en grippe là-dessus. Mais je pense qu'il était assez intéressant de regarder cet exemple. Alors, l'exemple est le suivant. Alors, vous avez sur votre droite l'évolution du taux 5 ans américain. Okay, l'évolution du taux 5 ans américain à partir de... On a regardé ça au 3 janvier 2018. Alors, si vous aviez investi sur un portefeuille de maturité 5 ans US américaine le 3 janvier, là, quand vous regardez, désolé ici, le taux que vous avez ici, le taux de départ, c'est 2,21%. Ce qui veut dire que normalement, si je vais à échéance de mon obligation, je devrais avoir 2,21. Alors, on va faire le calcul très simple. La première année, vous avez fait plus 1,45. Notez une chose assez intéressante. Le taux normalement moyen que vous devez gagner, c'est 2,21. La première année, vous faites un taux qui est sur une tendance moins bonne que votre taux final. Okay, la deuxième année, vous faites 4,36. C'est-à-dire une dynamique, une trajectoire plus haute que les 2,21. La troisième année, vous faites une année exceptionnelle, vous faites 4,36 la troisième année. C'est-à-dire que vous êtes sur une trajectoire à peu près où vous avez un rendement moyen à 3,60. N'oublions pas que votre rendement à terme doit être 2,21. Donc là, vous êtes sur une dynamique où vous surperformez votre marché de plus de 100 BP. C'est une dynamique, là, vous devez vous poser la question. Vous devez poser des questions. Mais on va voir ça plus tard. Si vous faites le calcul, vous allez regarder, 2021, vous faites moins 0,31 et 2022, vous faites plus 1,05. Là, vous faites juste le calcul, vous avez une petite calculatrice, vous regardez, vous faites la moyenne de la performance entre 2018 et 2022, vous allez tomber sur un rendement à l'échéance de 2,15. C'est-à-dire très très proche de votre taux initial sur lequel vous êtes entré, qui était de 2,21. Alors, il y a deux questions. Si ça vous va, vous dites, moi, 2,21, ça me va très très bien, vous faites de la gestion de buy and hold, et même si vous êtes dans une gestion de buy and hold, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que vous voyez, sur les 3 premières années, vous avez une trajectoire de performance qui est au-dessus des 2,21. Et donc là, la question que vous devez vous poser, c'est j'ai une trajectoire au-dessus des 2,21 et de plus de 100 BP. Ça veut dire que les échéances, les 2 années qui vous restent, vous risquez d'avoir une performance qui va être très très faible parce qu'à la fin, vous devez avoir 2,21. Donc là, en faisant, c'est même pas une gestion active énorme, c'est que vous avez regardé ce qui était praxé, ce que vous aviez dans votre portefeuille, et vous vous êtes dit, là, sur une trajectoire trop haute par rapport à la dynamique que je devrais avoir sur du long terme, moi, dans ces conditions, je clôture la position et je vends l'obligation.
Et là, vous vendez l'obligation avec un rendement moyen qui a été de 3,61 contre un rendement que vous auriez pu avoir de 2,12. Si vous êtes resté sur l'obligation, pas de problème. Vous avez fait le rendement attendu. Donc, vous voyez, ici, dans cet exemple-là, dans une stratégie qui était au début de buy and hold, vous avez décidé de bouger votre stratégie parce que vous vous êtes rendu compte que la trajectoire de performance que vous aviez était trop supérieure par rapport à la trajectoire normale que je devrais avoir. Donc ça, je trouve que c'est un point important. On n'a pas fait de choses dingues. On s'est juste concentré sur le pricing, le calcul. Et quand vous faites de la gestion obligataire, il faut un peu calculer. Et les calculs que j'ai faits, ce n'est pas quelque chose vous avez vu qu'il n'y a pas de calcul particulier. J'ai juste constaté que j'avais une trajectoire qui était trop haute par rapport au potentiel de gain à l'échéance que je devais avoir. Et donc, dans ces conditions, vous avez fait une gestion active pour améliorer la performance de votre investissement. Donc, pardon, dites-moi. Allez-y. Ah. Oui. Alors, quand je parle de ces deux cas, c'est la performance annualisée que vous allez avoir sur 5 ans. Donc, c'est pas une moyenne simple. Non, mais ce n'est pas une moyenne simple. Mais quand vous arrivez à échéance, entre la performance annualisée et la performance moyenne, vous allez avoir quelque chose qui est plus ou moins identique. Vous avez raison de signaler ce point-là. Mais c'était dans un but de simplification de la présentation. Alors, je suis content que ça attaque rapidement, c'est bien. Merci beaucoup. Je voudrais savoir sur quel marché on est ici. Est-ce que c'est le marché primaire ou bien c'est le marché secondaire? Ah ouais, c'est une bonne question. Alors, c'est un marché secondaire. Mais le point important ici, c'est qu'il n'y a pas de différence majeure sur les marchés comme les US, il n'y a pas de différence majeure entre le marché primaire et le marché secondaire. Mais toutes les transactions, effectivement, se font sur le marché secondaire. Allez-y. Non, c'est bien. Les taux que vous nous avez donnés, oui. Les taux que vous avez créés, ce n'est pas des prévus? Non, les taux que je vous ai donnés ici, sur l'exemple précédent, c'est les vrais taux. J'ai pas, ça c'est vrai, vous avez, c'est du Bloomberg. C'est vraiment pas moi, c'est... Oui. En 2022, aux États-Unis, les taux étaient négatifs sur les obligations. Non. Ah non, je vous dis, là vous avez l'évolution des taux. Vous l'avez sur le graphique, est-ce que vous voyez bien? Non, on était sur des niveaux légèrement au-dessus. Sur le 5 ans, on était proche de zéro, mais on n'était pas à zéro. La performance qui était négative, mais pas le taux de performance. C'est la performance qui était négative en 2022. Ah oui, je parle de performance, oui. En 2022, c'est la performance qui est négative. Eh ben, vous voyez clairement pourquoi. Vous voyez qu'en 2022, vous avez une tension assez importante sur les taux, sur l'exemple là. Vous voyez que 2018, rien du tout. 2019, baisse des taux. 2021, pardon, il se passe quelque chose. Et à partir de 2022, grosse accélération. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez continué à avoir une accélération en 2021 et même en 2022. Mais 2022, vous avez fait de l'argent. Pourquoi? Parce que votre obligation, elle est arrivée presque à maturité. Et donc, vous avez investi sur des titres. Oui. Ah, vous n'entendez pas en bas? Pourtant, mon père me dit que j'ai une voix qui porte, mais... Allô, c'est bon? D'accord. Allô? Je sais pas. Donc, je vais rester sur le truc. Et donc, vous voyez là que, en fin de compte, la performance a été négative. Oui, vous avez raison, la performance a été négative en 2021. Mais les taux américains, sur la période, n'ont jamais été négatifs. Donc, c'était un point, vous avez raison, important à souligner, dans un but de compréhension. Alors, quand on regarde les stratégies de buy and hold, vous devez vous poser toujours trois questions d'ailleurs. Quel est l'horizon temporel? Si vous êtes sur une stratégie de buy and hold à 3 ans ou à 5 ans et que vous avez besoin de votre argent, en tout cas, vous avez besoin d'avoir votre argent au bout de 3 ans, vous prenez un risque important parce que vous allez devoir vendre l'obligation avant l'échéance. Et donc là-dessus, vous mettez en péril vos stratégies de buy and hold. Le deuxième point important, c'est, comme je l'ai dit, le point important pour faire des stratégies de buy and hold, c'est la valorisation en début de période. Si vous avez une valorisation très intéressante en début de période, c'est-à-dire des taux élevés en début de période d'investissement, vous êtes bien. Si ce n'est pas le cas, la stratégie va être sous-optimale. Et le troisième point important, c'est que
quand vous avez une stratégie de buy and hold, vous connaissez la performance du fonds. Okay, vous connaissez la performance de la stratégie. Néanmoins... On va vous mettre un micro indépendant. Ah bon, d'accord, ok. Alors, le dernier point important, c'est que quand vous regardez sur une gestion buy and hold, il faut savoir si le taux de rendement que vous allez avoir est suffisant. Parce que quelquefois, vous allez tomber sur une performance qui va être pas assez importante par rapport à ce que vous essayez d'avoir. Et donc, c'est des points importants. Donc, moi, le conseil que je donne souvent, c'est que en période de valorisation excessive sur les marchés obligataires, je pense que vous devrez opter pour une gestion active et pas du tout une gestion buy and hold. C'est mon sentiment. Et donc, et le dernier point, et c'est, vous savez, quand vous gérez des fonds, on dit souvent qu'en gestion, c'est un lose game. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire les stratégies les plus flamboyantes et gagner beaucoup d'argent et après faire des stratégies qui sont moins flamboyantes et pas beaucoup d'argent. Le but ici, pourquoi on appelle ça, je appelle ça lose game, c'est que la personne qui va générer le plus de performance sur du long terme, c'est la personne qui fera le moins de bêtises. Voilà. Parce que générer de la performance, faire du plus 2 et après baisser de 4, pour revenir au point initial, il ne faut pas monter de 4, il faut monter de plus de 4-5. Donc vous voyez bien que le point essentiel ici, c'est de faire le moins de bêtises. Et pour faire le moins de bêtises, il faut avoir une idée précise de qu'est-ce qui est valorisé sur le marché des taux, quelle est la performance attendue, et voir dans quelle configuration je vais perdre, en tout cas, je vais moins gagner d'argent, ou dans quelle configuration je vais perdre de l'argent. Mais le but ici, c'est de se dire dans quelle configuration je vais perdre de l'argent. C'est vraiment ça qu'il faut se dire, parce que quand vous faites des marchés obligataires, c'est de ne pas perdre d'argent, l'essentiel. Et pour ne pas perdre d'argent, il faut avoir une connaissance précise sur les rendements attendus de votre portefeuille. Donc ça, c'est un point, à mon avis, très important et que vous devez avoir en tête. Alors, maintenant, on va passer sur la gestion active. Vous comprenez bien... Ah pardon, j'avais dit que je restais là. Vous comprenez bien que la gestion active, encore une fois, je ne l'ai pas mis en opposition avec la gestion buy and hold. Je suis pas dogmatique on n'est pas dogmatique dans notre manière de voir les choses. Néanmoins, il est intéressant de regarder ce qui se passe en gestion active et de voir les différents... les stratégies principales les principales stratégies qui peuvent être mises en place, comme des aspects de timing sur le niveau des taux. Ce matin, il y avait une question sur comment fait-on si les taux augmentent. C'est des choses-là, c'est ces aspects-là qu'il faut avoir en tête. Aussi des mouvements sur la courbe de taux qui ont été explicités précédemment, ou des mouvements sur des inefficiences de marché. Et le point important pour des marchés où il y a peu de liquidité, c'est qu'il y a énormément d'inefficiences de marché. Quand vous avez des marchés très très liquides, les inefficiences de marché, c'est des 2 BP. Mais quand vous êtes dans des marchés peu liquides, il y a des inefficiences de marché parce qu'il y a, comme je dis, des personnes qui n'ont pas les mêmes asymétries. Il y a une asymétrie d'information. Les personnes n'ont pas les mêmes informations. Et ça, c'est très important. Le deuxième point, quand vous faites sur un marché obligataire, qui va fonctionner, c'est quand vous avez des investisseurs, mais qui ont des intérêts convergents, mais aussi des intérêts divergents. Je m'explique. Il y a des investisseurs qui vont vendre leurs obligations pour telle ou telle raison, et ben, il y a des acheteurs de ces obligations qui vont se dire « tiens, ça m'intéresse parce que le rendement est intéressant ». Et c'est cette confrontation entre des acheteurs et des vendeurs qui fait que vous avez des prix intéressants. Et l'autre point important, c'est que quelquefois, par exemple sur le Burkina Faso, moi, je veux dire, tout le monde, risque politique, donc tension importante sur les taux d'intérêt. Qui dit tension importante sur les taux d'intérêt dit rendement plus intéressant. Et donc, il y a des personnes qui vont vendre de manière sans réfléchir sur le prix, sur le rendement, et d'autres en face qui ont une vision un peu plus claire, qui vont se dire moi, à 10% ou 12%, je rachète l'oblig.
Parce que vous savez que si c'est une maturité qui a une maturité à 2-3 ans, vous allez faire 12% sur une obligation d'État. Et donc, l'illiquidité ou le peu de liquidité, c'est pour les investisseurs qui sont smart, l'opportunité de pouvoir capter un rendement sans une prise de risque excessive. Donc je pense que c'est un point aussi important à souligner que vous ne trouvez pas sur les marchés très liquides, sur les US, où vous allez avoir des inefficiences de marché qui sont très très faibles. Et donc moi, je peux dire, mais je serais super heureux de pouvoir essayer d'arbitrer, et pas des arbitrages qui vont me permettre de gagner 2 centimes, mais des arbitrages qui vont me permettre de gagner 2%, 3 points de pourcentage par rapport à ce qui est fait dans le marché. Et donc je pense que c'est un intérêt très important pour les gérants actifs qui sont présents dans cette salle-là, ou même les compagnies d'assurance qui sont aussi présentes dans la salle. C'est quelque chose, à mon sens, de très important. Alors, là, je vous ai mis rapidement la structure, comment est structurée notre société de gestion. On ne va pas rentrer en détail. Vous avez le patron Ibrahim Akobar qui s'occupe de tout ce qui est la gestion action, taux et assurantielle. Et vous avez bien sûr rapidement une gestion assurantielle, vous avez une gestion fixed income crédit, vous avez la structuration, vous avez de la gestion quantitative. Vous avez aussi de la recherche crédit, de la recherche quant, de la stratégie ESG. Stratégie ESG qui est importante. On a eu ce matin pas mal d'informations sur les green bonds au sein de l'UMOA. Donc c'est des points importants. Alors, moi, je me suis dit dans le côté gestion fixed income et je m'occupe de tout ce qui est total return, comme je l'ai dit, et tout ce qui est souverain et inflation. Donc, c'était juste pour vous faire un topo rapide. Rapidement, je vous présente à peu près comment on essaye de générer de la performance en ayant un échange assez important entre les différentes entités de la société, c'est-à-dire des stratégistes de marché. La question qui se posait ce matin aussi, c'est savoir comment vous anticipez des hausses des taux, des baisses des taux. On discute avec les stratégistes de marché. Vous avez aussi des analystes crédit qui vont être là pour nous dire est-ce que le crédit est bon ou pas bon, des discussions comme ça. Et après, on a aussi des experts ESG, comme je vous l'ai indiqué. C'était juste une présentation assez succincte. Passons à ce qui nous intéresse, nous, c'est la gestion active. Alors, la gestion active, c'est un portefeuille de gestion active obligataire est géré par un professionnel qui sélectionne des obligations en fonction de 3 aspects. Le premier aspect, c'est le potentiel de rendement. Comme je vous l'ai dit, il faut se focaliser sur le potentiel de rendement d'une obligation. Et le potentiel de rendement d'une obligation, il est corrélé à plus de 90% avec le taux d'intérêt initial. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est le risque. Alors, vous avez différents risques, comme je l'avais indiqué, risque de pays, risque de change. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez monitorer. Et après, au sein de nos sociétés, il y a des risques de liquidité. C'est des points qui sont importants quand on gère des fonds où on ne veut pas avoir de risque d'illiquidité. Alors, je vous donne cet exemple. Pour nous, dans des marchés qui sont très liquides, on cherche à avoir plus de liquidité. Alors que moi, je considère que dans les marchés, c'est bien d'avoir des produits qui sont peu liquides et qui ont donc une prime d'illiquidité qui est intéressante. Après, nous, comment je définis? Nous, et je m'inclus dedans, nous, on utilise différentes techniques pour analyser et pour sélectionner les obligations. Alors, il y a 2 techniques. Il y a tout ce qui est les aspects fondamentaux. On va évoluer la sensibilité financière de l'émetteur de l'obligation avec des prévisions sur l'évolution des taux d'intérêt à long terme, banque centrale, émission de dette, pour avoir une idée de la santé financière de tel pays ou de telle obligation ou de tel émetteur. On utilise aussi des techniques qui sont plus ésotériques, du type l'analyse technique, qui nous permet d'avoir une vision un peu plus, d'avoir une vision qui soit plus technique. C'est-à-dire que à la fin, le point important ici, c'est que vous pouvez avoir une structure macroéconomique très intéressante, très intelligente, mais à la fin, quand on est gérant de portefeuille, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution des prix. Et donc nous, on essaye d'avoir une conjonction entre une vision fondamentale qui nous dit que les prix vont monter, et on veut que ça soit renforcé par une vision technique qui nous dit que les prix vont véritablement monter. Et quand on a une divergence entre les deux, moi, par nature, je préfère prendre le signal qui m'est donné par l'analyse technique. Parce qu'à la fin, ce qui nous intéresse, c'est le prix.
et le prix, il est plutôt impacté par ce qui se passe sur l'analyse technique. Donc, l'autre manière, pourquoi on fait de la gestion active? Parce qu'on cherche à se donner la possibilité de surperformer le marché et de gérer les risques de taux. Et ce matin, on a parlé des risques de taux, hausse de taux, baisse de taux. C'est la gestion active qui vous permet de gérer ce type de risque. Et c'est pour ça que pour nous, voilà, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir une vision active dans la gestion des marchés obligataires. Alors, comme je vous l'ai indiqué, si vous devez faire de la gestion active, il faut 3 critères. Il faut que vous ayez une information supérieure. Et cette information supérieure, elle est quand même le reflet soit d'un travail poussé pour avoir plus d'informations que le commun des mortels, c'est-à-dire un travail de fourmi pour avoir des informations sur l'émission, pour avoir des informations sur la qualité du crédit de l'émetteur. Donc c'est quelque chose qui, quelquefois, est une information qui est donnée, mais pas donnée de manière simple. Il faut aller creuser et prendre des informations. Donc ça, c'est un point important. L'information supérieure et un autre point, l'information supérieure dans le pricing. Moi, ce qui m'a toujours étonné, et je vous le dis honnêtement, c'est que quelquefois, vous avez des gérants obligataires de différentes entités et ils n'ont pas la même vision sur le prix de l'obligation. Et des fois, je suis étonné parce que c'est une vision, parce que les obligations que l'on traite, c'est des obligations qui sont simples. Mais j'ai vu énormément de gérants obligataires qui me parlaient uniquement du prix et jamais du rendement. Alors que quand vous êtes gérant obligataire, il faut tenir compte du prix, mais le prix n'est que la conséquence du rendement. Vous avez une question? Étant donné que vous êtes sur un marché super efficient, est-ce que vous n'avez pas peur que la correction se fait de manière automatique, vous empêchant peut-être d'avoir justement ce spread que vous êtes en train d'anticiper? Alors, un marché efficient, quand on parle de marché efficient, alors l'efficient, c'est un gros terme, on parle d'efficience en termes de coût de transaction. Voilà, on parle pas, ça ne veut pas dire que c'est efficient, que vous n'allez pas réussir à générer de la performance. Parce que, exemple suivant, on le verra plus tard, mais vous l'avez vu même sur le graphique sur Bloomberg, en 2021, on avait personne n'anticipait les hausses des taux. Personne. Faut être honnête, parce qu'on était dans une phase, il y a eu le Covid, tout le monde se posait des questions sur la possibilité que la croissance économique mondiale soit très très basse, et donc personne n'était en train d'anticiper des hausses des taux. Personne. En tout cas, la majorité du marché ne l'anticipait pas. Vous avez vu en 2021-2022, vous avez plus de 100 BP de hausse des taux. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est que là, dans ces conditions, et ça me permet de parler du troisième point, très important, c'est une capacité de jugement et d'analyse. Il faut que vous soyez capable d'analyser le marché de manière plus meilleure et plus rapide que votre concurrent. Et le dernier point, c'est la capacité et la volonté de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. Parce que l'exemple que je donnais sur la hausse des taux, sur la hausse des taux aux US, 2021, personne n'a anticipé des hausses de taux. Je veux dire, les personnes qui ont eu le cran de se mettre vendeurs de taux américains en 2021, je vous redonne l'exemple, on est passé d'un niveau qui était autour des 0 à plus de 2 en un an et demi. Alors, on va faire des petits calculs de duration, mais c'est un mouvement hyper important. Et donc, c'est cette capacité à quelques moments, de faire quelque chose que le marché ne fait pas. Même chose, la question, vous avez cette discussion sur le Burkina Faso. Les gens qui vont réussir à générer de la performance, c'est les gens qui vont prendre un risque alors que les autres ne veulent pas prendre de risque. Deuxième point sur cet aspect-là. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui n'ont pas une idée précise sur le rendement attendu, ils vont dire « je vends ». Okay, ils ne vont pas regarder le rendement. La personne qui, elle, n'était pas dans le deal, mais va regarder le prix, il va se dire « tiens, j'ai un rendement intéressant », il va appeler la personne et lui dire « écoute, je sais que tu as des titres, je peux te dépanner si tu veux, le titre il cote, je ne sais pas, il cote 70, je pense que ça peut coter 40, je vais te le faire à 50 ».
Et la personne va dire, t'es super sympa, je vais y aller à 50. Ou je vais y aller, pardon, ou je vais y aller à 50. Mais dans l'histoire, il y a une asymétrie d'information. Il y a celui qui vend parce qu'il se dit il faut qu'il vende parce que son patron lui a dit de vendre. Et de l'autre côté, il y a le gérant qui se dit, alors attends, moi je réfléchis qu'en rendement. Le rendement, il est super intéressant avec un risque de défaut faible. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que vous êtes dans un marché qui est efficient ou pas efficient, tout est une question d'opportunité. Et c'est pour ça que moi j'essaye, après peut-être à tort, de pas vous... Je ne suis pas venu en vous disant ah, il faut faire des futurs, il faut faire des options, il faut faire... Non. Il n'y a pas besoin de faire ça pour essayer de générer de la performance. Il n'y a pas besoin. Ça, c'est vraiment... C'est un outil c'est un outil qui est juste comment dire, le fer de lance d'une stratégie. Mais au début, c'est la stratégie. Donc c'est pour ça, oui, des stratégies optionnelles, ok, mais ce n'est pas ça le plus important. Donc voilà, on a plusieurs types de stratégies et on va les faire assez rapidement parce que je sais que vous êtes très très fort en mathématiques, donc ça ne va pas poser trop de problèmes. Alors, comme je vous l'ai dit ce matin, on a eu cette discussion sur un pari sur l'évolution de la courbe des taux. Alors, vous pouvez faire des paris sur qu'il n'y aura aucun changement de la courbe des taux. Et les stratégies qui sont mises en place dans ce type de choses, c'est, on va dire, on appelle ça rider la courbe des taux. Vous pouvez aussi jouer des stratégies sur l'évolution du niveau de taux d'intérêt. Et après, vous pouvez avoir des stratégies dont a discuté Vincent sur des mouvements de pente et de courbure. Alors moi, je vais vous dire ma pensée. Le risque principal sur un marché obligataire, c'est les risques de taux d'intérêt. Et donc, passer du temps sur la courbure, c'est bien, mais c'est un risque secondaire. Votre risque principal, c'est un risque de taux d'intérêt. C'est-à-dire votre risque, c'est de savoir si les taux d'intérêt vont monter ou les taux d'intérêt vont baisser. Parce que ça va avoir un impact important sur votre performance. Donc, c'est pour ça, quand vous analysez un portefeuille obligataire, la première chose que vous devez faire, c'est regarder quel est votre risque. Quel est votre risque premier. Et quand vous êtes conscient de votre risque premier, vous devez tout faire, toute votre analyse doit être focusée sur le risque premier. Et voir quels sont les différents scénarios qui vont impacter positivement ou négativement votre portefeuille. Mais vraiment, souvent, on essaye d'emmêler les gens en leur parlant de stratégies très très compliquées qui sont secondaires et on oublie le risque premier. Moi, j'essaye de vous donner dans cette présentation le fait que la première chose que vous devez regarder, c'est votre risque premier. Et pour moi, le risque premier, c'est le risque de duration. D'autres vont me dire que c'est le risque pays, oui, qui peut être le risque secondaire, mais le risque premier, c'est la duration. Vous pouvez avoir une stratégie parfaite sur la courbe des taux, vous avez bien joué l'aplatissement, vous avez bien joué la quantification, mais si vous vous êtes trompé sur la duration, à la fin, votre portefeuille fera pas la performance escomptée. Donc, vraiment, point important. Et donc, l'autre point important que je mets en bas, c'est que chaque fois que vous faites une stratégie, vous devez connaître votre seuil de rentabilité. Et vous devez aussi connaître quand votre stratégie va commencer à gagner de l'argent ou quand elle va commencer à en perdre. Ça, c'est essentiel quand vous faites de la gestion active de taux. Et je sais que parmi nous, vous avez énormément de gestionnaires actifs. Je pense qu'ils seront d'accord avec cette analyse. Alors, qu'est-ce qui est fait souvent? Ce qu'on appelle, ce qu'une technique qu'on utilise souvent, c'est rider la courbe des taux. Alors, comment ça se passe? On essaye d'utiliser ce type de stratégie pour améliorer les rendements. Alors, ça fonctionne quand vous avez une courbe des taux qui est ascendante. C'est-à-dire que, ascendante, ça veut dire que les taux à 1 an, par exemple, vont être inférieurs aux taux à 15 ans. Donc, vous avez une courbe ascendante. Et l'autre point important, c'est quand vous faites l'hypothèse que les taux vont rester inchangés. Donc, comment ça se passe? Vous pouvez tenir un rendement plus élevé. Vous allez faire quoi? Vous allez donc acheter des obligations qui ont des échéances plus longues que la période de détention souhaitée. C'est-à-dire que vous avez une période de détention qui est à 3 ans, par exemple, et vous allez acheter des obligations à 4 ans ou à 5 ans. Et donc, après, vous allez essayer de vendre cette obligation à mesure que les échéances diminuent avec le temps. Assez classique comme stratégie.
on se fait juste un petit calcul, ça va être très très simple. Mais c'est juste pour vous dire, vous voyez, tout ce que je vous donne ici, vous pouvez le faire sur votre portefeuille. Parce que vous connaissez votre portefeuille, vous connaissez le coupon de votre portefeuille, vous connaissez le rendement de votre portefeuille. Donc, il n'y a rien de vraiment compliqué et vous allez voir que ce n'est pas du tout compliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que un gestionnaire de fonds, bon, il connaît ce genre de choses, mais qu'un trésorier d'entreprise soit conscient de ce que va lui dire le gestionnaire de fonds, parce que le gestionnaire de fonds, il lui prend quand même beaucoup d'argent, quelquefois. C'est ce que j'ai cru comprendre ce matin, qu'il y avait des marges assez importantes. Et moi, je pense que la personne qui donne son épargne ou son argent à un gestionnaire de fonds, il doit comprendre le minimum sur son portefeuille obligataire. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez plusieurs obligations. Okay, on va dire, à T0, vous avez plusieurs obligations. Vous avez une courbe zéro coupon avec des obligations souveraines nominales qui ont un coupon annuel à 6%. Okay, les prix des obligations sont donnés en T égale 0 et un an plus tard à T égale 1, en supposant ici que la courbe des taux reste inchangée. Donc, 2 points importants ici. Vous avez différentes courbes des taux, différentes obligations, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous voyez le rendement par obligation. Vous voyez que c'est ascendant, puisqu'une obligation à 3 ans vaut 3,9, une obligation à 5 ans vaut 5,60. OK. Donc, on vous a aussi mis les prix. OK. Prix pour une obligation à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et vous voyez que le prix en T égale 1 est identique, pour des raisons de facilité de calcul. Alors, quand vous décidez d'investir sur une obligation, sur 1 an, là, quand vous regardez ce graphique, vous vous dites, bon, j'ai un choix très simple. Soit j'investis sur une obligation à 1 an, classique, et vous récupérez votre argent au bout d'1 an, soit vous décidez de rider la courbe des taux en investissant sur une obligation à 2 ans, en la revendant au bout d'1 an, ou en investissant sur des obligations à 3 ans, en la revendant au bout d'1 an, ou en investissant sur des obligations à 4 ans, en la revendant au bout d'1 an. Même chose à 5 ans. Le calcul est très très simple. Très très simple. Alors, l'option 1. L'option 1, vous achetez une obligation à 1 an. Le calcul de la performance est simple. Vous partez le prix final moins le prix initial, divisé par le prix initial, moins 1, multiplié par 100, ça vous donne votre rendement. Simple. Et donc, quand vous faites l'option 1, vous achetez à 102,021, je le remets ici, 102,021, vous voyez que c'est le prix de l'obligation à 1 an, vous voyez d'accord? Vous conservez jusqu'à l'échéance. Le rendement, ça va être 106, toucher le coupon à la fin, 106, moins 102,021, divisé par 102,021, moins 1, ça vous donne à 3,9. Rapidement, vous avez l'option 2 qui consiste à acheter une obligation à 2 ans et la revendre à 1 an. Je reviens derrière moi, vous avez une obligation à 2 ans qui vaut 102 combien 102,84,2 et cette obligation, vous la revendez au bout d'1 an. Vous allez la revendre à 102,021. OK? Donc, quand vous faites le calcul, simple, c'est la partie, l'option 2.1, vous l'achetez à 102,84,2, OK? À T égale 0. Vous recevez un coupon de 6 € en T égale 1. Vous vendez cette obligation qui a maintenant 1 an de maturité à 102,021. Le calcul est très simple. Le coupon plus le prix à échéance, 102,021, moins le prix auquel vous l'avez acheté, divisé par le prix initial, et ça vous fait un rendement de 5,36 €, qui est supérieur à l'option 1, qui était d'acheter des obligations avec une maturité à 1 an. Vous faites la même chose sur un achat d'une maturité à 3 ans, à 4 ans ou à 5 ans, mais où vous vendez l'obligation au bout d'1 an, et vous voyez que vous avez une performance de 5,57, 6,07 et 6,63. Donc au total, vous voyez bien qu'en utilisant une courbe ascendante et en ayant une vision positive, en tout cas une vision non haussière sur les taux, en allant chercher plus loin dans la courbe, vous avez une performance plus importante. Donc ici, l'option 2,
qui était de rider la courbe des taux, c'est-à-dire d'aller chercher des obligations plus longues pour essayer de capter de la performance, est meilleure que l'option 1. Et la meilleure option, c'est l'option, la 2.4, qui consiste à acheter du 5 ans et de le revendre au bout d'un an pour rider la courbe. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici? C'est que plus la maturité de l'obligation achetée au départ est longue, plus le rendement de la stratégie est élevé. C'est pour ça, ce matin, quand j'entendais « Ah, c'est 15 ans, c'est trop long », ça dépend dans quelle configuration c'est trop long. Si vous avez une courbe ascendante, vous pouvez faire plus de performance que rester sur une obligation courte. C'était un point, je pense que c'est un point important. Après, il faut être conscient que si les taux zéro coupon, si vous êtes trompé sur votre stratégie, les taux ont augmenté alors que vous pensez qu'ils allaient rester stables, il est possible que la performance soit, à terme, soit inférieure à 6,63, qui est la performance maximale qu'on avait calculée, et qui soit aussi inférieure à 3,90, qui était la performance que vous avez calculée sur une obligation que vous avez achetée à 1 an. Et donc, là aussi, un point important. Pourquoi la gestion active peut être intéressante? C'est que vous savez, là, la performance attendue. Vous la connaissez, si vous n'avez pas tort. À un moment, vous pouvez vous dire, j'étais sur une stratégie, la 2.4, mais je vois qu'en mark-to-market, ma performance commence à se dégrader. Là, vous pouvez vous dire, je vends l'obligation pour se dire, voilà, au moins, je n'aurais pas eu 6,63, mais j'aurais peut-être eu l'obligation qui me donne une performance à 5,57. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées, il faut juste avoir une vision assez claire en termes d'analyse de la performance. Et donc, ça me permet de venir au mouvement, au dernier point, l'avant-dernier point, c'est le timing. Ce matin, on en a parlé, le timing est hyper important. Si vous avez une anticipation de hausse des taux ou de baisse des taux, ça va avoir un impact important. Premier point, si vous pensez que les taux d'intérêt vont baisser, bah vous allez vouloir acheter des obligations avec la durée la plus longue possible. Si vous pensez que les taux d'intérêt vont monter, vous souhaitez raccourcir la duration en euros et la sensibilité de taux de votre portefeuille en vendant des obligations et en achetant des obligations courtes qui vont être renouvelées à des taux plus élevés s'il y a des tensions sur les taux d'intérêt. Vous voyez, assez simple. Et donc, pareil, le point important, il n'y a pas de problème de calcul. Si vous êtes un gérant et que vous vous souciez des gains relatifs en capital, il faut se concentrer sur la duration en euros. Parce que le PNL relatif va être égal à moins la sensibilité d'une obligation multipliée par la variation de taux. Si, en tant que gérant de portefeuille, vous vous souciez des gains absolus en capital, il faut se concentrer sur la duration en euros. C'est-à-dire que le PNL absolu, ça sera la duration en euros, multipliée ou en francs CFA, multipliée par la variation de taux d'intérêt. Je vous donne un exemple très très simple aussi. Vous avez une obligation qui a un montant nominal de 100 €, avec un coupon à 10% et un rendement à échéance de 9%, un yield to maturity de 9%. Le prix de départ est à 106,42 et vous avez une sensibilité qui est autour de 6,29 et une duration en euros à moins 6,70. Dans le cas d'une baisse de 1%, de 1 point de pourcentage des taux, le PNL absolu que vous allez avoir, ça va être duration en euros, c'est-à-dire moins 6,70, multiplié par moins 1% la variation de taux. Et ça vous donne plus 6,7 €. Si vous avez une vision en prix relatif, vous allez avoir une référence qui va être sensibilité du taux, qui est ici à 6,29, multiplié par 1%. Et ça va vous donner une performance de plus 6,29,6. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que simplement, vous êtes capable, soit dans une vision en euros, soit dans une vision en rendement, de vous dire qu'est-ce qui va se passer sur la performance de mon portefeuille, avec une variation de taux à la hausse ou à la baisse. Et ça vous permet d'avoir, avec un petit calcul simple, d'avoir une idée précise des impacts que ça va avoir sur votre portefeuille obligataire. Donc, le point ici important, c'est que plus vous avez une maturité longue, plus vous avez un coupon élevé, plus la duration en dollars d'une obligation va être élevée. L'autre point important, c'est que plus la maturité de l'obligation est longue, plus vous avez un coupon faible, plus ça sera la sensibilité qui va être élevée de l'obligation. Alors, rapidement,
Donc ici, le but, ça va être toujours d'investir dans des maturités avec une obligation, dans des maturités élevées et un coupon élevé pour optimiser les gains absolus. Et le dernier point, c'est toujours investir sur des obligations avec une maturité plus élevée et un coupon plus élevé pour optimiser les gains relatifs. L'exemple suivant est assez simple et c'est à vous de me dire. Bon, je veux donner la réponse en bas, mais c'est dommage. On a une courbe, on a à la date t égale 0 une courbe de taux plate à 5%. Et on a 5 obligations souveraines ayant un coupon annuel avec des caractéristiques suivantes. Vous avez 5 obligations, vous avez une maturité de 10, 30 ans, 30 ans, 30 ans, et les coupons sont 5, 5%, 5%, 7,7%, 10%, et vous avez que le yield to maturity est de 5%. La question c'est, si vous anticipez une baisse des taux de 50 BP, sur quelle obligation vous allez aller si vous souciez du gain en capital absolu ou du gain en capital relatif? Bon, classique, si vous êtes sur du capital absolu, vous allez prendre l'obligation 5. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? J'espère que vous n'avez pas perdu, mais on est d'accord ou pas? Oui ou non? Pourquoi? Je vous ai dit, le gain en capital absolu, c'est quoi? C'est quand vous avez une obligation qui a une maturité très très longue et des coupons élevés. Et quand vous regardez la maturité la plus longue, il y en a deux, il y en a trois. Il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais quand vous regardez le coupon plus élevé, c'est l'obligation 5. Et donc, le gain absolu sera plus important pour l'obligation 5. Le gain relatif sera plus important pour l'obligation 3 parce que vous avez une maturité très très longue, mais vous avez un coupon qui est plus faible que l'obligation 4 et 5. Alors, c'est très simple. Absolu, ça veut dire que c'est en dollars. C'est-à-dire que vous allez avoir un impact en dollars. Okay? Quand vous regardez en relatif, ça va être un impact en rendement. C'est ça que je veux dire. Dollars, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est important, quand vous allez faire des opérations sur les marchés de taux, d'avoir une idée en dollars. Parce que peut-être que vous êtes intéressé, comme ça, si vous avez en dollars, en euros ou en francs CFA, vous allez pouvoir dire, OK, ça va me coûter, je ne sais pas, tant de francs CFA. Et vous allez comparer ça par rapport à votre portefeuille globalement, vous allez dire, ah, ça me coûte 5, 10, 1% de perf. Et quand vous le comparez en rendement, l'intérêt ici, c'est de te dire, voilà, j'avais un rendement qui était de 4, si les taux baissent, je vais avoir un rendement supérieur de 6. Voilà. C'est pour vraiment vous donner la différence entre le rendement et l'impact en euros. Et donc, le dernier point, et après je vous laisse tranquille, non, pas tout à fait, là on va se situer dans une phase de hausse des taux. Là aussi c'est important. Vous avez une obligation, on va considérer qu'on a une courbe des taux qui est plate à 5%. On a un horizon de placement à 5 ans. Et on attend une hausse d'un point de pourcentage la première année. Donc l'option 1 que vous avez, c'est faire une stratégie de buy and hold, c'est vous achetez l'obligation à 5 ans, et vous la détenez jusqu'à maturité. La deuxième option, c'est acheter une obligation à 1 an, vous la détenez jusqu'à maturité, et vous achetez les obligations à 4 ans. Et donc, on va aussi supposer qu'après la première hausse des taux, les taux restent à 6%. Alors, on va avoir un peu de calcul, et ça s'arrêtera là. Vraiment un peu de calcul. L'option 1, comme je vous l'ai dit, c'est que vous achetez une obligation à 5 ans et vous ne bougez pas. Alors, vous avez le cash flow, assez simple. En T égale 0, vous payez 100 €. Une année plus tard, vous recevez un coupon de 5. 2 années plus tard, un coupon de 5. 3 années plus tard, un coupon de 5. 5 années plus tard, un coupon de 5. Et la dernière année, vous recevez 105. Alors, le taux de rendement, lui, annuel, il va être le suivant. Ça va être le prix final, moins le prix auquel vous avez acheté cette obligation. Le prix auquel vous avez acheté cette obligation, c'est 100. Et le prix final, c'est 128,85, qui est uniquement la résultante d'un petit calcul, mais franchement, c'est rien du tout, où vous allez calculer l'obligation, le prix de l'obligation, en sachant que le coupon que vous recevez, c'est 5, et en sachant que vous avez une tension sur les taux de 106. Donc au total, vous allez avoir une performance de 5,092. L'option 2, comme je vous l'ai dit, c'est acheter une obligation à 1 an et investir sur une obligation à 4 ans. Là, vous allez avoir un gain supérieur. Pourquoi?
Parce que vous achetez une obligation à 100, première année, vous touchez un coupon de 5, la deuxième année, comme les taux ont fortement augmenté, vous touchez un coupon qui est supérieur, qui est coupon de 6. Et donc, au total, le fait d'avoir juste, en termes de timing, investi sur une obligation courte et après avoir attendu la hausse des taux pour investir sur une obligation un peu plus longue, vous permet de générer une performance qui est quand même de 80 BP supérieure à la première option. Donc, voilà, je voulais juste vous donner ces petits points de détail pour vous dire que n'importe qui sur son portefeuille, il n'y a même pas besoin de faire d'être un génie en mathématiques, peut savoir quel est son rendement, quel est le risque qu'il peut avoir, que ce soit un gérant de portefeuille, que ce soit un gérant de trésorerie, c'est quelque chose qui est assez simple. Donc, on fait aussi des stratégies de courbe. Je ne rentrerai pas dans les détails sur les stratégies de courbe. Comme je vous l'ai dit, pour moi, ce n'est pas le risque le plus important. Le risque le plus important, c'est un risque de duration. On essaye aussi de faire des stratégies où on joue des inefficiences de marché. Bon, voilà, on a créé un modèle propriétaire qui nous permet de savoir, par exemple, je vous ai donné ici le Canada et la Nouvelle-Zélande, quelle oblique nous semble la plus intéressante. Je pense que c'est un travail, à mon sens, que vous devriez faire sur les obligations des titres UMOA, parce que je pense qu'il y aura énormément de produits qui seront soit sous-cotés, soit surcotés. Et le but, c'est de pouvoir essayer d'arbitrer ces divergences de prix. Et je pense, par rapport à la première question qui m'a été posée, il y aura des divergences de prix sur des marchés un peu moins liquides. Et celui qui aura fait l'effort précédemment de creuser là-dessus, qui aura un avantage comparatif par rapport à ses pairs et concurrents. Alors, on a aussi des aspects, on regarde aussi l'évolution des prix en fonction des cross-currency et on essaie de voir s'il y a moyen de capter un rendement supérieur en fonction des différences sur les taux de change. Mais ça, c'est un autre problème. Là, je vais vous faire, on a bientôt terminé, je vais demander un peu votre comment dire, votre concours, parce que je vous ai expliqué pas mal de choses. Je vais faire avec vous une étude de cas. Je pense que ça peut être important pour certains d'entre vous, peut-être fastidieux pour d'autres, mais je pense que l'étude de cas vous permettra d'avoir une idée comment on peut gérer un fonds dans des considérations de marché qui peuvent être particulières. Alors, l'étude de cas est très simple. Alors, j'ai pris un portefeuille réel, avec un outil propriétaire, un portefeuille réel. Alors, quels sont les points que vous devez regarder et quelles questions se poser? Et quelle stratégie allez-vous proposer et pourquoi? Alors, moi, je vous explique déjà comment je raisonne quand je traite un portefeuille. La première, c'est la génération d'idées. Alors, on va avoir une analyse top-down, on va regarder ce qui se passe sur les taux, faire des anticipations sur l'évolution de taux en fonction de scénarios macro, de scénarios d'analyse technique. La deuxième étape, c'est tout ce qui est sélection et calibrage. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai aucun problème avec la gestion buy and hold. Et c'est pour ça que vous avez des stratégies qu'on appelle des stratégies de portage. Il faut dire, si aujourd'hui on me dit, sans rien faire, je peux générer 6%, bah, je vais essayer de générer 6% en ayant une stratégie de portage sur du court. Parce que pour moi, les stratégies de portage, c'est sur du 2-3 ans maximum. Quand vous allez sur du 10 ans, c'est plus du portage, c'est du directionnel taux. Et vous avez des stratégies dynamiques qui vont vous permettre de pouvoir essayer de capter des tendances sur les taux d'intérêt. Et après, la troisième étape, c'est la calibration des stratégies, des positions que vous mettez. Il faut calibrer ces positions pour être sûr d'avoir un risque qui soit contenu. Donc ça, c'est un autre point important. Là-dessus, je vous donne les possibilités qu'on a sur des portefeuilles de ce type-là. C'est on peut réduire la sensibilité, on peut passer en sensibilité négative, on peut jouer des stratégies d'aplatissement de la courbe, on peut jouer des expositions sur le taux monétaire et on peut jouer des points morts d'inflation. On a une gestion du risque. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas, le risque pour nous est quelque chose d'important. Alors voilà, là, je vous donne un portefeuille qui était au 9 septembre 2021. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas du tout? Ah, vous voyez rien? Vous voyez rien du tout?
désolé, je vois bien ici, mais je ne vois pas sur le truc. Alors, je vais vous donner les informations, vous allez me dire... Alors, ce portefeuille, c'est un portefeuille qui était créé, qui était fait au 9 septembre. Vous avez les points importants, vous avez la sensibilité du portefeuille était de 4,04. OK. Vous avez un yield to maturity qui était de moins 0,49. Et vous aviez une maturité à 5,23. Vous aviez aussi un portefeuille qui était, c'est dommage que vous ne pouvez pas le voir, qui jouait de l'aplatissement de la courbe des taux. Quel est pour vous le point le plus important dans ce que je viens de vous citer? Est-ce que c'est la maturité? Est-ce que c'est le yield to maturity? Ah, je suis content, parce que le vrai point, c'est le yield to maturity. Et qu'est-ce que vous observez dans le yield to maturity? Le yield to maturity était négatif, moins 0,49. OK, négatif, moins 0,49, ça veut dire que la maturité est 150. C'est-à-dire que sur 5 ans, ce portefeuille, il va faire moins 0,49. Peut-être que c'est pas mal, peut-être que moins 0,49, vu que les taux étaient fortement négatifs et que vous aviez un taux éolien qui était à moins 0,50, vous dites, ouais, ça va, je vais garder. Mais le point important ici, c'est que vous savez que vous pouvez faire de l'argent quand vous faites moins 0,49 sur une année. Il suffit que les taux baissent de 12 BP et vous gagnez. Pourquoi? Vous avez moins 0,49 en yield to maturity. C'est pour ça que les calculs précédemment étaient importants. Vous avez une duration, une sensibilité de 4,04. Donc vous vous souvenez du PNL que j'ai dit, c'est moins sensibilité multiplié par la variation de taux. Et donc, si vous avez une baisse des taux de 0,12 centimes, qui fait à peu près 4 fois 0,12, vous allez avoir une performance de 0,49. Donc, vous avez une baisse des taux de 0,49, ça va compenser le yield to maturity négatif que vous allez avoir une performance de 0. OK. Mais vous voyez une chose assez importante, c'est que si les taux montent fortement, vous n'êtes pas couvert par le yield to maturity qui est négatif. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, les points à regarder en premier, je vais les afficher ici, c'est, vous l'avez donné, yield to maturity, sensibilité du tout, maturité du fonds, sensibilité des taux et yield to maturity. Alors, comme je vous disais, vous savez que le rendement que vous avez capté au bout de 5 ans, ça sera 0,49. Et si cela vous convient, vous ne faites rien, vous restez sur une stratégie de buy and hold. Si la réponse est non, vous êtes obligé de rentrer dans une gestion active. Alors, quand je vous donne ça, vous dites que c'est sur des taux américains, occidentaux et compagnie. Mais la stratégie est la même sur les portefeuilles que vous gérez. La même. La même. Le point important, yield to maturity, et vous concentrez sur la duration de votre portefeuille. C'est la même chose. Donc, c'est vraiment un point important. Et donc, si vous décidez d'avoir une gestion active des taux, il faut des éléments factuels pour connaître votre risque principal. Et dans ces conditions, il faut avoir des scénarios d'impact de performance, d'impact sur la performance de votre portefeuille. Alors, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des suivis et des simulations pré-trade. Mais même sans faire des simulations pré-trade, juste en faisant un petit calcul, pas besoin de faire vous avez déjà l'information que si les taux baissent de 12 centimes, je suis à 0. Si les taux montent de 12 centimes, eh ben, vous perdez en performance absolue, vous allez faire une performance de à peu près moins 0,80. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails du calcul, j'ai juste regardé un portefeuille, je n'ai pas fait de choses, mais vous avez déjà la vision de ce qui peut se passer sur un portefeuille obligataire. Et donc, ce que l'on fait, nous, ici, c'est qu'on fait des stress tests sur les portefeuilles qui vont nous permettre de savoir est-ce que malgré un yield to maturity négatif, est-ce qu'on peut faire de la performance? Oui, vous pouvez faire de la performance. Mais il faut que qu'il y ait une baisse de taux importante. Et là, vous avez sur le troisième partie en partant de la gauche, qui est en situation vert, vous gagnez énormément d'argent. Mais il faut voir la contrepartie. Si vous gagnez 5,60 sur un stress test, sur une baisse des taux, ça veut dire que s'il y a une hausse des taux, vous pouvez perdre 5,5%. Simplement. Et donc, notre attention ici, elle n'est pas sur la duration, elle n'est pas sur la courbe, elle n'est pas sur un risque pays. Notre concentration doit être sur la duration. Et donc, bien être conscient que si la duration, si les taux augmentent, votre portefeuille va faire une performance fortement négative.
qu'est-ce qu'on a fait, nous, à partir de janvier 2022? Alors, vous ne le voyez pas non plus. Alors, très simple, on ne s'est pas trop posé de questions. On a fortement réduit la sensibilité du portefeuille. Donc, vous avez une sensibilité qui était à 4, elle est passée à 0. Vous aviez une position, vous voyez pas, vous avez une position qui était à l'aplatissement. On est repassé à quelque chose qui était plus à l'aplatissement de la courbe des taux. Et le yield to maturity, lui, a été encore plus dégradé, puisqu'on est passé d'un yield to maturity à 0,80, de moins 0,49 à moins 0,80. Je vous donne, et ça c'est un point important, je vous donne ici l'évolution des taux. Nous, comme je vous l'ai dit, on a réduit à partir de janvier pour protéger le portefeuille. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on avait compris que si les taux augmentaient, notre performance allait être fortement négative. On ne s'est pas posé de questions, mais on avait le focus sur l'évolution des taux d'intérêt. Et on savait que le portefeuille n'était pas protégé sur une hausse des taux d'intérêt. Donc on a décidé de réduire la position. C'est la même chose pour vous. Vous devez être focalisé sur les points qui vont détériorer la performance de votre portefeuille. Et si vous focalisez sur ces points-là, sur la détérioration de votre portefeuille, je vous garantis qu'à la fin, votre client sera content parce que vous lui aurez montré une certaine activité pour préserver son capital. Vous lui aurez montré que vous faites attention à son capital et ça va se faire. Et à mon avis, vous aurez deux aspects importants. Un, vous allez avoir peut-être une rémunération supérieure, et deux, vous allez surtout avoir peut-être une augmentation des encours. Et dans notre type de métier, l'essentiel, c'est d'avoir beaucoup d'encours. Parce que qui dit beaucoup d'encours dit pas mal de rentrées en termes de rentrées pécuniaires. Donc franchement, c'est un win-win pour tout le monde. Et donc, quand vous regardez l'évolution des taux d'intérêt, le premier point sur la gauche, c'était septembre. Et vous voyez une chose importante, c'est que pendant quelques mois jusqu'à octobre 2029, on a eu une hausse des taux, mais on n'a pas modifié la structure du portefeuille. Après, les taux sont repartis à la baisse. Mais c'est cette deuxième hausse des taux qui nous a fait comprendre qu'il se passait quelque chose qui n'était pas bon et que la dynamique sur les taux était fortement négative. Donc, voilà, c'est une explication assez simple. Vous regardez le yield to maturity ne vous convient pas, ou vous convient. Vous connaissez le risque de vos stratégies, c'est une stratégie de duration, donc vous devez monitorer ce risque avec une attention particulière. Vous savez calculer facilement quel va être l'impact en termes de PNL absolu ou de PNL relatif. Vous connaissez aussi l'impact que ça aura en termes de rendement. Donc vous avez une information que peut-être d'autres n'ont pas. Et donc dans ces conditions, vous avez la capacité de pouvoir générer une performance ou ne pas générer une performance fortement négative. Alors, aujourd'hui, et là ça va être la fin de notre présentation, aujourd'hui, on a eu une forte hausse des taux. Et maintenant, le yield to maturity est passé de moins 0,49 à 2,25 sur une obligation à 5 ans. Et donc, quelle solution allez-vous proposer? Encore une fois, vous avez un yield to maturity qui est à 2,25. Après, 2,25 pour vous, ce n'est pas grand-chose, c'est vrai, je le comprends, parce que vous avez des yields à 7%. Mais on est passé de moins 0,49 à 2,25. Qu'est-ce que vous allez proposer? 3 minutes, ça marche. Vous achetez? Vous êtes d'accord? Eh bien, le positionnement du portefeuille qu'on a aujourd'hui, vous ne voyez pas, donc je vais vous donner un peu l'information, c'est qu'on est passé d'un portefeuille qui était à 0 de sensibilité à un portefeuille à 3,77. On est passé, le yield qu'on avait sur du 5 ans, c'était 2,25. Nous, on a décidé d'aller faire de rider the curve, comme j'ai dit, et de se mettre sur une duration moyenne à 5,57 et avait un yield to maturity à 3,33, supérieur au yield to maturity de l'obligation à 2,25. Donc on est vraiment dans une phase où on a décidé d'être très agressif sur les taux. Encore une fois, aujourd'hui, quand on a fait cette stratégie, dans les marchés, tout le monde anticipait que les taux allaient fortement augmenter du fait d'une hausse de la BCE, du fait d'une hausse de la Fed. Donc nous, on a tenté le coup
Alors que la plupart ce que je vous ai dit la première fois, il faut quelquefois faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire. Et donc, on s'est positionné, on s'est positionné avec une vision plus positive. L'évolution en 2023 des taux. Et ça s'arrête le 18 janvier. Je crois que les taux sont un peu plus bas aujourd'hui, sur un taux à 5 ans. Vous voyez qu'on est passé d'un taux qui était à 2,57 à un taux à 2,06, 57 BP. 57 BP. 57 BP, je vous fais le calcul. Vous connaissez, la duration, la sensibilité était de 5, on fait 57 BP. Vous savez combien ça fait en rendement absolu. Et donc, voilà, je vais terminer, aujourd'hui ma présentation, c'est très intéressant. Alors, voilà, je veux dire que l'importance de la gestion obligataire active, c'est un souci de maximiser le rendement des portefeuilles obligataires. Et donc, j'essaie de vous dire qu'il n'y a pas de choses très très compliquées dans la gestion obligataire. Je veux dire, si vous avez les bons, à mon sens, la bonne manière de regarder les choses, il n'y a pas, vous avez dit, j'ai pas fait d'intégrale, j'ai pas fait de Lagrangien, j'ai fait des choses très très simples. Mais encore une fois, je sais que des personnes peuvent être rebutées par les mathématiques, mais il n'y avait rien en termes de mathématiques. Quand vous faites des taux, c'est du calcul actuariel. Et donc, je ne vous ai pas fait un calcul actuariel énorme, je vous ai juste fait quelques petits calculs. Mais pour moi, il était important que vous compreniez que quand vous faites de la gestion active, quelquefois, il ne faut pas en faire. Le rendement est suffisant. Quelquefois, il faut en faire parce que vous avez une information supérieure, vous avez des intervenants dans le marché qui ont des vues divergentes à la fois sur les taux ou sur certains pays. Et c'est à vous, connaissant cet aspect-là, de pouvoir dire tel prix a l'air intéressant, tel prix m'a l'air ce prix-là m'a l'air surévalué, donc je vais pas le garder, tel autre prix a l'air surévalué pour des raisons d'ordre politique ou des raisons de liquidité. Et donc, voilà, je pense que c'était à vous je pense qu'il était important de vous indiquer simplement comment on peut faire les choses. Et le dernier point que je voulais souligner, souvenez-nous, je pense qu'il est important de se souvenir que ce n'est pas la personne la plus intelligente qui va gagner de l'argent. C'est faux. C'est la personne qui a un jugement le plus clair et qui est méthodique. Vous êtes méthodique, vous connaissez ce qui est pratiqué dans le marché. Je ne dis pas que vous allez tout le temps réussir à gagner de l'argent, mais je vous dis simplement que vous allez avoir cette capacité à ne pas faire d'erreurs. En tout cas, à faire des erreurs moins importantes que vos concurrents. Et si vous faites des erreurs moins importantes de vos concurrents, eh ben, sur du long terme, vous allez générer une performance qui va être supérieure à vos concurrents. Vous allez générer une performance qui va être supérieure à vos concurrents. Donc, ça va être un win-win pour tout le monde. Vos clients vont être contents que vous générez de la performance. Les encours vont fortement augmenter. Qui dit augmentation des encours, dit augmentation des PNB, dit voilà, un cercle vertueux qui se met en place. Voilà, Monsieur Aconi m'a dit qu'il me restait 3 minutes, j'ai dû faire 4 minutes. Voilà, je vous remercie infiniment. Mesdames et messieurs, montrons qu'à Dakar, comme dans toute l'Afrique, à nos deux invités qui ont fait des masterclass absolument sublimes, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Montrons-leur comment on peut applaudir. Merci beaucoup. Monsieur Fleurier, Monsieur Jimmy, merci infiniment. Sur ces deux masterclass, nous nous arrêtons. Est-ce que je n'ai pas pris de questions? Vous en aviez? Il y a une ou deux questions. On va vous faire revenir. Allez-y. Oui, en fait, une petite clarification, ok? Je suis Solio Fadiga, je suis le directeur exécutif de l'association des sociétés, les SGI, les sociétés de bourse de la place. Vous êtes allé rapidement sur des points quand même assez importants, ok? Je voudrais quand même une clarification. D'abord, sur l'avant-dernier slide, vous avez parlé de réduction de la duration de votre portefeuille. Comment vous faites ça dans la pratique? Ça, c'est la première question. Hein. Dans la pratique, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est plutôt informationnel. Dans la mise en place d'une stratégie de gestion active, vous avez évoqué une analyse pragmatique, c'est-à-dire que le gestionnaire doit essayer de qualifier ou bien quantifier le gain potentiel si la stratégie marche
et la perte potentielle si elle ne fonctionne pas. Pour ce faire, vous utilisez des outils. Ok, j'aimerais savoir, pour le bénéfice de nous, notre marché qui est embryonnaire, est-ce que ces outils sont toujours proprietary, comme on le dit, c'est-à-dire développés en interne, ou bien c'est possible s'en procurer off the shelf, c'est-à-dire il y a des outils disponibles pour faire ces analyses. Merci. Allô? Allô? Sur la première question, comment on réduit la duration? Alors, vous pouvez faire via des futurs. Là, on l'a fait vers des futurs, mais pour réduire la duration, vous avez juste à vendre des obligations, c'est tout simplement. Voilà. Voilà, mais c'est vrai, c'est un point important, c'est que nous, on le fait via des futurs, mais j'ai pas voulu trop en parler parce que oui, mais il n'est pas nécessaire d'utiliser des futurs. Vous pouvez tout simplement vendre des obligations. Voilà, pour réduire la duration. Donc c'est pas voilà, c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans les détails futurs, soit non, c'est pas la peine de rentrer dans ce type de détails. Vous pouvez réduire la duration en vendant des titres, quelque chose de très classique. Nous, on ne l'a pas fait en vendant des titres parce que on était sur des maturités sur les obligations restantes qui étaient très très faibles. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, nous, on a développé des outils propriétaires pour avoir une vision plus fine. Mais là, vous avez pu voir que sans avoir d'outils propriétaires, vous avez une idée précise, de plus ou moins assez claire de l'impact que ça va avoir en cas de hausse ou de baisse des taux. Et donc, vous pouvez avoir des outils sur Bloomberg, vous pouvez avoir des outils qui vous permettent, si vous mettez votre portefeuille sur Bloomberg, vous pouvez avoir des outils. Après, si vous me dites que vous êtes intéressé pour avoir un partenariat avec Ostrom, je ne sais pas, on peut trouver une solution. Non, je rigole. Donc voilà, quoi. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bon, parfait. Ok, on prend deux dernières questions et on s'arrête là. Merci. Jacob Kaboré, Ecobank Burkina. En fait, c'était un complément par rapport à ce que M. Djibé vient de dire. Comment faut-il faire pour diminuer la duration d'un portefeuille? On peut vendre les titres sur lesquels la maturité résiduelle est longue, mais on peut également acheter, si on ne veut pas vendre, on peut acheter des titres sur du très court terme. Donc, ça permet également de réduire également la duration du portefeuille. Merci. On est tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça, effectivement. Dieudonné, merci pour cette belle présentation, vraiment. Je vous remercie, je te remercie. Donc, c'est plus au niveau de la prévision de là où vont les taux. C'est une des choses les plus difficiles du métier. Tu sais, on dit souvent que c'est difficile de prévoir surtout le futur. Oui, on est d'accord. Non, mais sur les prévisions de taux, comme je te le dis, au sein de toute société de gestion, il y a des discussions entre les stratégistes. Les stratégistes peuvent te dire, moi je suis haussier taux, et globalement sur les portefeuilles assurantiels, on va écouter ce que disent les stratégistes. Ok. Sur des fonds dont j'ai la gestion, des fonds total return, moi je vais écouter ce que les stratégistes disent, mais eux ils te donnent une trajectoire. Et, tu vois, ils te disent que ça va aller à ce niveau-là, tu vois. Mais le marché, il peut y aller de manière différente. Et donc moi, ce qui m'intéresse quand je regarde un marché obligataire, c'est toujours de savoir le positionnement de marché. Est-ce que le positionnement de marché, c'est très très haussier taux? Qu'est-ce qui est passé dans la courbe des taux? Et me dire que trop de pricing, tu peux dire ils anticipent trop de hausse des taux. Après, comment tu le regardes? Bon, sur des marchés comme les US, on va regarder ce qui est pricé par les forwards. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce type de détails. Mais voilà, en tout cas, la prévision de hausse des taux est basée sur une discussion stratégique des économistes et la gestion. Sur des fonds benchmarkés classiques dont les investisseurs sont des compagnies d'assurance, on va faire une gestion en prenant les visions des stratégistes. Sur des portefeuilles total return, où notre but, c'est de générer une performance dans n'importe quelle condition de marché, ça va être plutôt la vision du gérant qui va regarder. Si le gérant est d'accord sur les hausses de taux, il va jouer, il va être très très bas en termes de duration. S'il est plutôt une vision plutôt contraire, il va être assez long en termes de duration, mais il va vraiment fluctuer haussier, baissier, haussier, baissier. Donc
Mais voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc voilà quoi. Encore une fois, tous nos remerciements sous vos applaudissements.